Bienvenue sur les éclaireurs de Drakarion. Je suis Madus. Et je suis Srogat, c'est parti pour l'épisode 13. Au sommaire de cet épisode 13, nous parlerons d'un nouveau tournoi en cours sur le Discord et surtout des très nombreux spoils qui nous ont été offerts à cette occasion. Nous aurons également droit à un peu de lore associé à ces spoils et nous finirons par un jeu de la carte pour nos auditeurs fans de l'exercice, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Mais nous avons aujourd'hui encore un invité de marque pour nous accompagner. Certains le confondent avec le volontaire grisant, mais ne vous laissez pas berner par sa tête de jongleur de rue. Il est le maître des ghouls et autres créatures des tombeaux. Je vous présente Janter. Eh bien bonsoir et bienvenue à tous pour ce magnifique match qui oppose Tiraslin et Carthège. Un match comme on aimerait en voir plus souvent. Et oui, tout à fait, mon cher Madus. Il est vrai que ça manquait un peu d'animation sur la scène nationale ces derniers mois. On n'est pas fâché de retrouver nos champions. Tout à fait mon cher Strogat. Je rappelle d'ailleurs que le match de ce soir oppose le champion en titre de Carthège, aussi pâle que ses serviteurs. Je parle bien sûr de Janter. Et il sera opposé à un outsider, enfin plutôt une outsider, que nous découvrons ce soir pour la première fois, mais qui semble avoir déjà fait beaucoup parler d'elle. Je parle bien sûr de Eldrid. Et c'est parti. Je pense que nous allons assister à un match long et prenant. Ah oui, tout à fait, mon cher Madus. Quelle stratégie nos deux adversaires vont-ils mettre en place? Du contrôle, de l'aggro. Je vois d'ailleurs Eldrid qui s'avance déterminé. Elle ferait bien de se méfier du fourbe Strigoi, il est quand même champion. Tout à fait, oui, et je vois, elle lève le poing, elle frappe et oh là 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 là. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, mais qu'est-ce qui vient de se mettre? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais oh mon dieu, Madus, mais regarde-moi ça un petit peu. Eh bien, je crois que le champion vient de se faire étaler en un coup, même pas un tour de jeu, il est déjà à terre. Oh là là, mais quel dommage, mais quel dommage, mais quelle déception. Ah, c'est horrible, c'est vraiment lamentable même de perdre comme ça. Ah là là, on dirait bien qu'il est tombé sur plus forte que lui. En espérant que cela ne gâche pas sa bonne humeur habituelle. Eh bien écoute, nous allons essayer de l'interroger pour comprendre les raisons de cette défaite. Eh bien bonjour Janter, merci d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode. Alors on te connaît comme un ancien joueur de Seven Fallen, fan de tout ce qui est mort ou presque mort. Avec Drakarion, tu es resté dans ce côté très dark de la fantasy. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Eh ben bonsoir, du coup moi c'est Janter, adorateur de tout ce qui est mort et indécis. Hem, ouais donc du coup j'étais un peu connu sur Seven Fallen, je faisais partie des immortels, donc les 8 champions on va dire, du jeu. Et ouais c'est vrai que moi j'ai été bien attiré par le gameplay, sur Seven Fallen, du coup tout ce qui était ghouls, nuit sans fin, des trucs, très, très sombres. Et du coup, bah, c'est pour ça quand Dracarion s'est mis en place, je me suis tout de suite pris d'affection pour ces, êtres, peu vêtus de chair et voilà, tout simplement. Est-ce que tu as d'autres loisirs en dehors justement de Drakarion et des jeux de cartes? Pas spécialement, bon là j'ai fait 17 ans de karaté, mais là cette année c'est en off, tranquille. J'attends qu'il y ait la sortie, des cartes, on attend tous la sortie des cartes avec impatience et voilà, pour pouvoir m'y mettre, à fond et du coup aussi avec ma compagne qui joue également, et plutôt bien d'ailleurs, à Dracarion du coup, mais elle c'est du côté des vivants, du côté de Tiraslin. Et vous comptez faire des tournois, faire un peu de compétitif tous les deux, juste toi, ou est-ce que c'est en détente, Drakarion? Comment tu vois les choses? Alors pour le coup, c'est complètement compétitif et c'est assumé, autant de son côté que du mien, parce que du coup on s'est rencontrés grâce à Seven Fallen et donc du coup on sait que ça nous rapproche pas mal tout ce qui est jeu de cartes, un peu compétition et tout ça, donc TCG et donc du coup Dracarion, ouais, pour le coup, ce sera vraiment du compétitif pour notre part. Donc s'entraîner à la maison, se tataner sur la figure, à la maison et puis après, en grand public. C'est vrai que c'est pratique d'avoir quelqu'un pour s'entraîner sur place. Ouais, carrément. Si les gens veulent te rencontrer ou veulent jouer contre toi, c'est plutôt vers le 84 que ça se passe, c'est ça? Ouais, c'est ça, moi je suis du sud de la France, donc je suis aux alentours d'Avignon, donc tout ce qui est Bouches-du-Rhône, 84, tout ça. Et il y a pas mal de boutiques dans le coin, dont une qui est tenue par Forda, du coup, un collègue aussi de Seven Fallen. Et du coup, voilà, ouais, c'est plus par là qu'il y aura les tournois. Après, si ça va plus loin, on peut descendre jusqu'à Marseille, on peut prendre le train, la gare TGV n'est pas loin. Et Ok. voilà, on va te croiser un petit peu partout en France parce que tu vas faire justement tous les tournois un peu importants.
Ouais, bah, on va essayer d'en faire le maximum, ouais, ne serait-ce que pour faire, vivre le jeu et puis voilà, faire découvrir Dracarion à tout le monde, à toute la France. Ah, mais ce petit accent du sud qui chante là en plus, c'est magnifique. Bah écoute, merci Janter. Je te propose de rester avec nous pour la suite de l'épisode parce qu'en plus là t'es vraiment directement concerné. Avec plaisir. Et donc, on parle du tournoi qui a été lancé il y a une semaine, je crois. Annoncé un petit peu plus longtemps que ça, mais qui a démarré vraiment lundi, donc je sais pas quand on était d'ailleurs, on était lundi 9. Tournoi qui se passe en ligne, donc sur Discord, naturellement, et auquel il y a 6 joueurs qui participent. 6 joueurs, parmi lesquels, eh bien, les 3 personnes qui sont là déjà, ça fait déjà la moitié du field, hein, mine de rien. Sur un format plutôt, chacun va affronter l'autre en fait, hein, c'est presque un championnat avec match aller et pas de match retour quoi, quelque part. On a réussi à se répartir les choses plutôt bien puisque tous les royaumes sont représentés. Comme on est 6 et qu'il y a 5 royaumes, il y a évidemment un doublon. Le doublon, c'est le royaume Westland qui a 2 défenseurs, on va dire, 2 champions. On a commencé les matchs, on a pas mal avancé. D'ailleurs, Janter a décidé de faire un sprint. Il a déjà fait 3 matchs en une semaine, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est complètement ça. Le tournoi, il a été annoncé sur Discord et Kata nous a d'ailleurs gratifié à cette occasion de quelques spoils, on va en parler juste après. Et en matière de récompense, eh bien, le gagnant du tournoi pourra demander à avoir un spoil du royaume qu'il souhaite, en fait, tout simplement. C'est vrai que, vu la motivation de Janter, je pense qu'il veut son spoil. Il était en manque de spoil Carthage depuis un moment, mais là, il nous a fait, je crois, 3 victoires sur 3 matchs. Ouais, c'est ça, exactement. Tranquille. Oui, c'est ça, tranquille. Tout Oui, à oui, fait, ça tout à démarre fait. très très bien pour lui. Voilà, dans la bonne humeur. Comment tu abordes ce tournoi? Comment tu l'as abordé? Est-ce que tu le vis vraiment? Bon, c'est un petit tournoi détente pour nous occuper, parce qu'en même temps, sur la communauté Dracarion, là, on est juste 6 à participer. En plus, c'est du TTS, donc c'est du en ligne. Comment tu abordes ce tournoi? Alors pour le coup, je le prends complètement détente. Le but, c'est plutôt de jouer contre d'autres personnes que celles contre qui je joue habituellement, à savoir, bah, Eldrid, qui joue exclusivement Tiraslin, donc bon. Et là, du coup, le fait de jouer, bah, contre du Gilestet, du Westland, contre qui j'ai pas l'habitude, j'ai voulu garder le deck que j'utilise d'habitude pour, justement voir s'il pouvait tenir contre, bah, d'autres façons de jouer et d'autres factions et voir ce qu'il y avait après à améliorer pour qu'il devienne un peu plus, voilà, boîte à outils, un peu s'adapter à tout et bah, pour le coup, ça va, il tient le choc. Et du coup, est-ce que l'expérience que tu as eue contre ta compagne sur Tiraslin t'a servi là sur le tournoi, dans ton match contre Tiraslin? Est-ce que tu as pu justement anticiper, réfléchir? Est-ce que ça t'a servi? Ou la personne qui a joué Tiraslin, d'ailleurs je sais plus qui c'est, a joué d'une façon complètement différente? Gabi, je crois. C'est Gabi? Ouais, c'est ça, c'était Gabi. Bah, pour le coup, il jouait d'une manière complètement différente et c'était un peu marrant parce que des fois, il faisait des moves et dans ma tête, je me disais: «Tu pu faire mieux» et donc du coup, c'était rigolo. Mais ouais, non, et c'est marrant parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de cartes, encore à disposition, mais même avec ce peu de cartes qu'on a, bah, les 2 decks, bah, celui de Eldritch et celui de Gabi, du coup, étaient pour le coup complètement différents. En termes de proportions, en termes de façon de jouer et tout ça. C'était vraiment complètement différent et bah, c'était cool. C'était vraiment intéressant de voir 2 gameplays différents sur une même faction avec, si peu de cartes, quoi. Ça montre que le jeu va avoir une grande profondeur, je pense. Certes, alors toutefois, quand tu dis qu'il n'y a pas trop de cartes à disposition, il en restait plus qu'une vingtaine par royaume avant les spoils du tournoi. Donc je pense qu'on a passé le cap de la moitié, non? Regarde, toi qui tiens un peu les comptes. Oui, Combien de cartes par exemple sur Carthage, actuellement on a déjà 36 cartes de connues sur 56 qui composent le royaume. Donc il nous manque en effet plus que 20 cartes, ce qui va pas révolutionner je pense le style de Carthage, mais qui peut nous réserver quelques surprises. Je pense qu'on a déjà les bonnes bases de fonctionnement du royaume. Ce qui va manquer, c'est d'alimenter les mechas qu'on a déjà aperçus en fait finalement. Ok, on va pas t'en demander beaucoup plus sur le tournoi Janter, même si on aimerait te cuisiner un peu, mais comme Esrogat et moi participons au tournoi et qu'on n'a pas encore fait notre match contre toi, évidemment, ça limite les questions qu'on peut te poser sans, sans que tu aies à révéler un petit peu ton deck ou autre, quoi. Ton plan de jeu. Je comprends, c'est fair play, c'est beau. C'est nous, quoi. T'emballe pas. Et je vous propose dans ce cas-là de passer aux différents spoils. Lorsque la cité humaine Lokmar tomba, les armées s'entrechoquaient en permanence, laissant les autres aspects de la vie qui composent une société de côté.
C'est là que des démons, les gloutons, comme on les appelle aujourd'hui, des êtres frêles et sardoniques, commencèrent à piller les réserves de grains, à empoisonner les sources d'eau, à ravager les champs et à massacrer le bétail. La famine prit rapidement à certains endroits, la peur de manquer aussi. Et après avoir murmuré aux oreilles de ces âmes à bout de force, la présence des gloutons donna un dernier sursaut de survie à certains, une énergie du désespoir qui les poussèrent au cannibalisme, mais dictée par des forces maléfiques. Dans un premier temps, l'humain se ressaisit, gagne en constitution et en force. Un laps de temps très court car il finit par souffrir à nouveau d'une faim insatiable. Il perd la raison et ne peut plus vivre parmi les siens, les dévorant tour à tour. Cette malédiction déforme leurs âmes et leur chair, devenant des ventres sur pattes dont l'existence ne se résume plus qu'à manger. Des villages entiers finissent par céder à ces actes ignobles, vénérant sans même le savoir Garuda, roi de la gourmandise et de la chair. Levant alors une armée de ce qu'on appelle abominations, des géants de chair et de gras, ayant perdu tout esprit, si ce n'est celui d'avoir peur de manquer à manger. Les abominations les plus fortes prennent alors le rôle de chef de ces petites armées, et quand un de ces êtres corrompus menace leur pouvoir, ils leur cousent la bouche, devenant ainsi des grotesques. Une créature qui ressemble à des corps que l'on aurait fusionnés, mais il n'en est rien, ce sont d'anciennes victimes dévorées qui tentent de revenir dans le monde matériel, transformées elles aussi par cette faim infinie. Garuda ne s'est pas encore matérialisé dans ce monde. Ses adorateurs ne sont peut-être pas encore assez nombreux. Son inimitié avec d'autres entités démoniaques y est peut-être aussi pour quelque chose. Mais aussi terrifiante et belle que soit la Prime Légion, aussi attirante et horrible que soient les écorcheurs, rien n'est plus repoussant et terrible que ces immenses groupes d'affamés, issus d'une ville ou d'un village qui avaient réussi à se reconstituer, mais qui finirent par tomber à cause des gloutons, et qui, petit à petit, vous vident l'esprit, tout comme l'estomac. Ça donne plus envie de les jouer que de devenir comme eux quand même. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler de 3 spoils qui constituent ni plus ni moins que les 3 nécessaires à jouer la bannière qui s'appelle les Dévoreurs de Lokmar. Autrement dit, à l'issue de cet épisode, vous allez, vous chers auditeurs, pouvoir vous aussi jouer cette bannière. Donc c'est pas mal, on a été chercher du spoil pour vous. Et on remercie Kata qui nous a donné le spoil pour vous aussi quand même. Donc on commence peut-être par le grotesque de chair qui a été révélé par Kata lors du tournoi. Et qu'on pourrait qualifier de Big Body, puisque on a là un démon Garuda qui coûte 4, qui est un 4-3-6, 2 de prestige, et qui a une capacité combat qui dit si ce personnage est combattant, détruisez l'un de vos personnages pour lui donner plus de d'attaque, plus de riposte. Donc une capacité très dangereuse, puisqu'elle peut s'activer en attaque comme en défense, et qui augure un petit peu ce que tu disais finalement, qui fait un très beau lien, je trouve d'ailleurs, avec le lore. Si je vais Il y a une chose qui m'a marqué, c'est que je trouvais qu'on avait vraiment une belle convergence là, entre, on imagine bien le grotesque qui se nourrit des gens et qui devient plus mastoc, quoi. Donc ça marche fort, et je trouve que c'est une sacrée capacité et un sacré steak, quoi. Un 4-3-6 pour 4, bon, faut y aller quand même. Oui, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le grotesque, il a quand même un body très solide, 4-3-6 pour 4. Donc déjà sur table, grâce à la bannière des dévoreurs, déjà sur table en début de partie, c'est costaud. Il a 2 de prestige certes, mais il est quand même très difficile à tomber. 6, on connaît les démons Lokmar qui sont déjà à 6, donc c'est très ennuyeux. Et lui, en plus, sa capacité, c'est une plaie, c'est-à-dire que juste en sacrifiant un personnage, il passe déjà à 6 d'attaque. Donc il troue quasiment tous les personnages qu'il y a sur table, à part le marteleur arrogant en début de partie. C'est très très fort, et ça permet de faire des moves surprises, ou voilà, des petits retours. Alors certes, il faut sacrifier un personnage, mais je pense que tout le concept des Garuda va permettre d'avoir justement des petits personnages faibles à sacrifier, qui en plus nous apporteront un petit bonus. Petite précision sur la capacité de combat, c'est comme le carnage exaltant, et je m'en étais étonné, ce n'est pas limité. Donc tant qu'on a des personnages à sacrifier, on peut booster le garçon. Ce qui fait que ça peut aller loin. Bon, évidemment pas sacrifier tout un board, hein,
Mais bon, dans une optique de finir une game, moi ça me fait limite plus peur qu'un nécros, hein, parce que ça peut devenir quand même sacrément Mais c'est méchant. quand même, par contre, c'est un par un. C'est-à-dire que tu en sacrifies un, Oui, ensuite c'est à bien sûr. l'adversaire de parler, et ensuite tu en sacrifies un autre, etc. Tu Ça peux reste pas une dire action d'un de coup, combat. je sacrifie 4 personnages, et puis je t'attaque à 50, quoi. Bah, ça reste une action de Moi, je- combat, donc de toute façon, on reste sur l'alternance, et en plus, de toute façon, il n'y aurait pas d'intérêt à le faire parce que à chaque sacrifice, l'adversaire pourrait faire quelque chose qui ferait soit détourner l'attaque, soit autre chose. Donc, bien entendu, on reste dans une action de combat on peut le faire après avoir donné la main à l'adversaire, même si celui-ci nous la rend sans avoir rien fait. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses, monsieur Janter? Regarde, ça ressemble à du cartage, ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça ressemble un petit peu à celui qu'on a au tout début de Carthage, le 4-3-6 qui est Hmm. du coup infiltrateur et qui, au fur et à mesure de la partie, va gagner peut-être plus Le un champion d'attaque. ressuscité, oui. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et non, bah écoute, je le trouve très fort, ce petit grotesque de chair. Et je pense il va servir de paratonnerre, comme on dit. C'est-à-dire que dès qu'il va arriver sur le terrain, on va vite, vite, vite avoir envie de le finir. Mais on sait très bien qu'on va s'empaler dessus, quoi. D'ailleurs, je pense qu'il faut le finir en priorité avant justement qu'il y ait tous les petits pins à côté qui vont se faire croquer allègrement par le grotesque. Oui, d'ailleurs, point intéressant, c'est que là-dessus, on n'est pas assuré d'avoir la première action, puisque je rappelle que la bannière dévoreur, elle a une initiative de X. Donc on peut très bien perdre l'initiative, c'est du 50-50 en fait, et se retrouver contre un joueur qui a la première main, a la première attaque, et donc peut très bien dire tiens, je vais venir avec mon 3-1-4 au hasard, hein. Euh, parce que le 3-1-4 il sert peut-être un peu à ça, comme ça fait déjà la moitié des PV qui partent, quoi. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Mais c'est sûr qu'il va se servir, enfin, il va être ciblé quoi qu'il se passe. Ça va pas être un gros steak qui va rester longtemps sur la table, je pense. Eh bien écoute, merci pour cette transition, parce que figure-toi que j'ai autre chose sous la main. Alors, je pense qu'on a tout dit sur ce gros texte. Je vous propose de passer au deuxième spoil. Donc ça, c'est un spoil qui n'a pas été révélé par Kata, c'est un des spoils exclusifs de l'émission. Donc, chers auditeurs, vous faites bien de nous regarder. On a l'avant-garde de Glouton, qui est d'ailleurs le deuxième élément de la bannière, qui pour 2 est un démon Garuda 2-1-5, 0 de prestige. Et cette avant-garde de Glouton a un déploiement et action, donc on le fait et en déploiement et en action ou l'un ou l'autre. Détruisez l'un de vos autres personnages pour soigner de 3 un personnage Garuda. Là, quelque part, on est encore toujours dans le thème de sacrifier des persos pour booster les siens. On se retrouve avec quelqu'un qui peut soigner, un grotesque de chair par exemple, mais bon, c'est pris au Au hasard. Donc là, il faut détruire un des autres personnages, donc on peut pas détruire l'avant-garde lui-même, et on ne peut soigner qu'un personnage Garuda. Voilà, c'est les deux limites qu'il faut bien avoir en tête pour sa capacité, que je trouve quand même... En fait, je suis un peu mitigé parce que je trouve que c'est un peu dommage comme restriction, de ne pas pouvoir le buter lui pour en soigner un autre. Mais d'un autre côté, il a 5 PV, donc t'as pas envie de le jouer et de le cramer pour soigner un autre de 3 alors que tu perds 5 PV. Donc, en tout cas, voilà, pas des grosses stats, mais c'est pareil, le genre de gars... D'ailleurs, je sais pas si je le jouerais en première ligne ou en deuxième ligne, ça me pose question. Mais en tout cas, le genre de gars qui va pouvoir réparer un peu, notamment le grotesque. Pas des grosses stats. Enfin, il a 5 de vie, Prestige quoi. surtout. Il a 5 de vie pour 0 prestige chez Lockmar. Alors, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est une avant-garde. Comme on connaît l'avant-garde Ouais. pernicieuse, là, c'est une avant-garde des gloutons, donc il y a ce petit aspect armé qui se met en place et l'effet miroir comme ça que je trouve très sympa. Mais il a 5 de vie, donc on ne peut pas le tomber aussi facilement que ça. Et en même temps, s'il est là, on va dire, ah, il peut se passer ça. Donc, il va falloir, avec les Garuda, ça nous change complètement, je trouve, la façon d'affronter Lockmar. C'est-à-dire que maintenant, Lockmar peut aussi faire un pseudo-contrôle. Lockmar, tu lui dis, bon, soit ils vont me rouler dessus, ils vont m'attaquer et il va sacrifier à tout va, mais alors il peut aussi maintenant commencer à temporiser, à sauver ses persos et tout. 3 de vie, justement, comme on disait, sur un grotesque, ça commence à être beaucoup. Pour 2, là, il va falloir réfléchir à beaucoup de choses parce qu'à chaque fois, l'adversaire va devoir se dire, bon, alors soit je me fais taper, soit je vais lui permettre de gagner du contrôle et de la tempo. Donc le joueur Lockmar, lui aussi, va avoir plusieurs choix possibles et va forcer l'adversaire à réfléchir encore plus. Alors que pour moi, j'aimais bien l'idée que Lockmar, je tape vite. C'était simple, c'était carré, j'aimais beaucoup cette idée. Là maintenant, il va falloir réfléchir en plus contre des decks rouges. Bon, j'aime pas ça, hein. Vraiment Lockmar, j'aime pas. Hein. Mais je trouve ça fort, mais j'aime pas Lockmar. Janter, est-ce que t'as un petit truc à nous dire sur ce perso? Je découvre là, donc moi la première chose que je me dis c'est que Lockmar a enfin un truc qui a 0 de prestige. Et Bon, l'avant-garde La- pernicieuse avait aussi 0 de prestige. Voilà, l'autre avant-garde avait aussi Géo de Prestige. ouais, mais du coup là il y a 5 points de vie.
Ouais. 5 points de vie, donc moi je le mettrais bien devant, histoire qu'il tank un petit peu, mais qu'il soit là pour mettre des petits unripost, les fameux petits pings qui font du bien à Mmh. Lokmar. Et par contre là je suis un petit peu jaloux, c'est que du coup il y a du soin chez Lokmar. Et je suis un peu jaloux parce qu'il n'y a pas encore sur Carthège. En tout cas pas sur les squelettes. Ah, je suis pas d'accord, il y a du soin en Strigoi, monsieur. Oui, mais voilà, j'ai précisé, squelette, j'ai précisé. Oui, bah, il y aura pas du soin partout en Carthège non plus. Là, il y a du soin en Garuda, hein, pas en Lilith, hein. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je trouve ça bien s'ils font vraiment des trucs. Il y a du Ouais. soin à Lokmar, mais effectivement que Garuda, ou il y a du soin en Thématique. Carthège, mais que Strigoi. Il y a des thématiques bien axées, et ça, c'est Oui. super bien. C'est super bien. Ça, le lore, on voit que le lore prend toute son importance et c'est très agréable. Eh bien écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. On reparlera du soin tout à l'heure pour dire que ces salauds de Gilestel ont encore du soin qui lui n'est pas limité à un état, mais bon, c'est pas grave, On a parce rien dit, que on a rien dit. voilà, mais bon, c'est pas grave, on va pas non plus faire là-dessus, on y reviendra. C'est vrai que l'avant-garde de Glouton, j'ai dit que 2-1-5, bon, 2-1-5, si on prend notre fameux ratio maison, on divisait la totalité des stats par le coup, on arrive à un 4. 4, c'est. Enfin, pardon, 4, 8. Donc 8 de stats divisé par 2 de coups, ça fait 4. Ça le fait tomber dans les excellentes cases, hein, donc, En moi, j'ai offrant en essayé plus 0 de prestige, oui, donc c'est très bien. c'est très bien en soi. C'est assez différent, hein. C'est vrai que de Lilith ou Lilith, on est quand même habitué à avoir soit des grosses mandales, soit des belles ripostes. Soit quand sur les petites stats, ça coûte rien. Là, on est sur un nouveau truc, donc tout à fait. C'est vrai que le Garuda, ça explore encore autre chose, je trouve, par rapport à ce qu'on a connu sur ce royaume. On a vu 2 créatures. Est-ce qu'on a fait le tour? Vous voulez peut-être rebondir sur autre chose? Oui, moi je voudrais dire une petite chose par rapport à cette nouvelle faction que sont les Garuda. Donc, parce que nous on a maintenant la bannière des dévoreurs, mais pour Garuda, je vous rappelle qu'on avait également la cité qui nous a Oui. été montrée et qui nous a été proposée. Et cette cité a un effet, juste que je vais juste vous relire comme ça: inclinez la cité et retirez-lui 6 dégâts. Donc comme dans la première cité de Lokmar, cherchez un personnage Garuda dans votre deck et mettez-le dans votre main. Je trouve que c'est encore quelque chose d'intéressant et de fort, c'est-à-dire que cette cité nous permet d'aller chercher de tuto la carte qu'on a envie. Et vu que Garuda commence à se baser un peu sur du contrôle, on va pouvoir aller chercher le Garuda qui nous arrange. Celui qui permet de booster l'attaque, celui qui permet de se soigner, de booster la défense, de ceci, de cela. Donc là, ça offre encore plus de possibilités. Le deck Garuda va permettre des petites choses sympathiques pour Lokma. Comme on a vu la cité en mauvaise qualité, je vous relis la réaction pour charger la cité en PV, en fait, en point de dégâts. C'est réaction lorsque l'un de vos personnages est détruit par l'une de vos cartes. À ce moment-là, on met un point de dégâts sur la cité. Donc, évidemment, il faudra avoir des Garuda sur table ou d'autres cartes qui pourraient détruire ses propres persos. Mais comme c'est la mécanique Garuda, elle va bien avec ça. Donc, il faudra absolument utiliser sa capacité si on veut pouvoir tutor, comme tu l'as dit. Le bon Garuda, il faudra pas qu'on les perde au combat, sinon on mettra plus de temps à la charger. Elle se chargera peut-être possiblement moins vite que la première, tout à fait. On a vu 2 cartes de la bannière Les Dévoreurs. Les plus attentifs d'entre vous, et ceux qui avaient bien les spoils en tête, vont peut-être nous dire les gars, vous êtes sûrs de vos spoils là? Parce que l'effet que vous venez de spoiler, la garde de bouton, on le connaissait déjà, c'était l'effet de l'abomination vorace. Il s'avère qu'il y avait eu une inversion dans les cartes, ou qu'il y a eu une inversion postérieure d'ailleurs au premier spoil qu'on a Une eu. modification par rapport au lore et au visuel. Donc l'abomination vorace que vous connaissez et qui était dans les fichiers jusqu'à présent, que ce soit TTS ou le PDF, ou enfin ceux qui nous avaient été transmis, eh bien ce n'est plus le même effet, c'est plus les mêmes stats. Donc on part sur une toute nouvelle carte qui n'a rien à voir. Il y a évidemment que l'illustration qui reste identique. Mais donc l'abomination vorace qui est la 3e carte nécessaire pour jouer la bannière Lokmar, on en parle tout de suite, comme si c'était un nouveau spoil, parce qu'on part de zéro. Et toujours dans le monde des steaks, je vous présente pour 4 une 3-3-7, démon Garuda toujours, 2 de prestige, qui est infiltrateur et qui a une action. Détruisez l'un de vos personnages pour infliger un dégât à un personnage au front. Alors déjà, je m'insurge. Je suis désolé, je m'insurge. On voit une abomination vorace, un gros machin à 7 points de vie, d'accord, qui a une bouche qui sort du ventre, avec des mains immenses en train de manger encore des gens, des créatures, je sais pas quoi. Cette chose a infiltrateur. Pour moi, la notion d'infiltrateur, c'était quelque chose d'un peu filou, d'un peu, allez, on passe derrière les lignes ennemies. Lui, il n'infiltre pas. Je sais pas comment il fait pour infiltrer. On le largue d'en haut, il se passe quelque chose, mais comment il infiltre pour attaquer les lignes derrière? On le voit pas arriver. Je sais pas, il se cache. Donc ça, c'est un truc, ça me perturbe quand même. Dans un autre jeu que Jean-Terre a connu, il y avait une catapulte à Gould. Peut-être qu'il pourrait y avoir une catapulte à Garuda. À Garuda, peut-être. Ah, ça me ferait peut-être virer de faction.
Mais voilà, c'est juste, je voulais commencer par ça. Oui, bah, c'est une bonne remarque. Bon, donc cela dit, donc, je rappelle, hein, 3-3-7 infiltrateur. Donc c'est un steak encore plus de PV que le gros texte de chair, donc ça c'est plutôt cool. Ça veut dire aussi que toutes les bannières Lockmar ont au moins un infiltrateur. La bannière Elite en a 2, mais Garuda en a au moins un. Et cette capacité qui permet donc, moyen de destruction de n'importe quel personnage, on n'est pas obligé de détruire un Garuda pour ça. On détruit un de nos persos, on fait un dégât à un personnage au front. Donc bah, là aussi on reste quand même tourné vers, j'allais dire l'aggro, alors peut-être que certains me diront ça va un peu moins vite, j'en sais rien, faudrait faire les tests, encore que. Mais donc je trouve ça vraiment intéressant, une super capa, et ça donne vraiment envie de jouer le royaume. Faut que je me méfie moi parce que je commence à virer Lockmar, Tu passes en rouge, fais gaffe. c'est clair. Non mais je suis d'accord. Enfin, là, ça veut dire, en effet, on a nos 10 points de base sur table. Donc 4, 4 et 2. Mais c'est des, c'est des trucs, on dirait des nains. C'est quoi ces démons là? Ah bah ils sont solides. Ah, ils sont plus que solides. Les machins, en plus, ils se renforcent, ils se soignent, ils pingent. Je veux dire, en 3 cartes, bah, il peut faire Lockmar maintenant peut faire un peu ce qu'il veut. Donc je me dis que ça va être compliqué de jouer contre ça. J'ai plus peur maintenant des dévoreurs que de Lilith. Bah surtout que celui-là en plus, l'abomination, je pense typiquement c'est le genre de carte qui rentrera pas que dans un deck Garuda. Parce qu'effectivement comme tu l'as dit, détruisez l'un de vos personnages, il n'y a pas de spécificité donc tu peux détruire vraiment ce que tu veux. Donc typiquement tu peux détruire un de tes gars qui va en mourant faire un ping, donc en fait ça fait 2 pings, ça va créer des petites réactions en chaîne je pense, qui vont donner du fil à retordre au juge et à notre rule master favori. C'est vrai qu'on peut, avec ça, on peut sacrifier bah, le fameux le rejeton de l'horreur là, quand il est sacrifié, on Mhm. pioche une carte. En plus, ça ping, enfin, c'est la fête. On peut sacrifier, je sais pas, par exemple, Bah, la le flèche fanatique. traîtresse, s'il ne reste plus qu'un PV, ça s'envisage. Donc la flèche sauteresse qui collerait 2 dégâts. Enfin, c'est très fort. En C'est fait, c'est c'est lui la rigolo. catapulte, parce qu'il prend des mecs, il les balance sur les autres pour faire un dégât. C'est donc ça en fait. Il rend Exactement. infiltrateur. Bon, maintenant que j'enterre à un pied dans Lockmar, on va pouvoir rêver à de belles choses. Voilà, donc bah, ce qui est cool en tout cas avec ces 3 cartes, c'est qu'on peut tester la bannière. Et bon, là, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être se dire que ça vaut le coup de tenter de builder des decks, quoi. Et on peut commencer à jouer Garuda, donc je vous encourage, allez-y, testez et puis faites-nous vos retours. Une goule est un humain qui a goûté au sang d'un strigoi. Il devient totalement dépendant de ce sang, comme une drogue. Il ne peut plus se rebeller contre son second géniteur. Et il lui est soumis, en échange de son sang, lorsque le strigoi l'accepte. Cela conduit l'humain à un destin désastreux. Il perdra progressivement la tête, mais il verra aussi son corps se transformer petit à petit. Au début, la goule conserve son apparence humaine. Au milieu du processus, il commence à perdre ses cheveux, à devenir émacié. La dernière étape n'a plus rien d'humain. La folie est totale et le corps est terriblement marqué. C'est la punition pour un chasseur de strigoi. Il sera transformé en goule. Il devient alors totalement dépendant du sang des strigoi qui l'ont nourri, incapable de se rebeller à nouveau, et devenant membre de sa garde pourpre, celui qui veille sur le sang. Un destin désastreux, car il vit une vie de toxicomane, condamné à se transformer physiquement et mentalement jusqu'à la pourriture et la folie. Alors, on nous a proposé le gardien imposant, qui a également été spoilé pour le début du tournoi. Juste avant de parler de la carte, je tiens encore une fois à souligner le fait que je trouve le lore pour ces cartes-là particulièrement intéressant. Et ça donne, je trouve, un autre relief à ces cartes-là. Donc, ce gardien imposant qui coûte 3, qui est un 2-2-6, 1 de prestige, il est garde-poupre et ghoul, donc ça fait totalement lien avec ce que vient de nous lire Sorgat. Et sa capacité passive est, tant que l'un de vos personnages Strigoi est défenseur, donnez intercepteur à ce personnage étant le gardien imposant et non pas le Strigoi naturellement. Là j'ai envie de dire, ça a l'air relativement simple, peut-être plus simple à jouer que ce qu'on a vu précédemment. T'as un Strigoi, tu mets ça, la durée de vie de ton Strigoi est augmentée. Voilà, je le vois comme ça, assez simplement. C'est exactement ça. Voilà, ça me semble plutôt carré, donc je trouve ça cool dans un Strigoi, et la limite, c'est que hors Strigoi, je trouve qu'il sert pas à grand chose. Perso, alors 2-2-6, donc ça fait 10, hein, divisé par 3, ça ferait un peu plus de 3, donc c'est pas mal, mais je suis pas sûr pour autant que je le jouerais dans un deck squelette si j'avais 0 Strigoi, tu vois. Donc je dirais que c'est très thématique en fait.
Alors, je pense que c'est vraiment très thématique, que ça joue dans un deck Strigoi et ça manquait justement aux Strigoi. C'est-à-dire que les Strigoi sont contents de se soigner, mais pour se soigner, il faut survivre. Donc à un moment donné, comme on les focus assez rapidement, ça devenait un peu compliqué pour eux. Là, ça leur donnera une carte assez stable pour les protéger et pour permettre justement de continuer à temporiser dans cette optique de tempo de cartège. Et je le trouve intéressant à voir en jeu, mais voilà, pas fou, pas nul. Je trouve ça vraiment intéressant dans un deck Strigoi. Et je pense en effet que si on veut jouer Strigoi, il faut l'intégrer dans tous les cas parce que ça fera le travail, quoi. Après, je pense que peut-être on aura également d'autres traits. On pourra utiliser ces traits avec d'autres cartes. Garde pourpre, c'est la première fois qu'on voit ce trait-là. Ghoul, on l'a déjà vu, mais on va pouvoir sûrement jouer des petits effets dessus. Mais je laisse le maître nous en parler. Janter, je t'écoute. Qu'est-ce que tu en penses? Oh pardon, c'est moi le maître? Non, je t'en prie. Heu, eh bah, écoute, moi personnellement, je le trouve pas super fort. Je vais te dire pourquoi, parce que, pour 3 en squelette, t'as un 2-3-5, qui est intercepteur de base et je trouve que pour du coup juste un point de vie en plus et une condition en plus, c'est qu'il faut défendre un Strigoi, je suis pas sûr de le jouer. Après il donne que un de prestige, donc du coup ça c'est plutôt pas mal. Hem, mais je suis pas sûr de le rentrer en x4 dans le deck, tu vois? Je pense qu'il sera joué dans les decks Strigoi, mais en 2 ou 3 fois, pas plus. À voir après s'il y a d'autres combos autour de Garde Pourpre et de Ghoul, effectivement. Mais je suis pas convaincu qu'il reste, longtemps et en quantité, dans le deck. Je suis mitigé. Ouais, bah, je comprends tout à fait. On avait discuté, je crois que c'était avec QT, qui joue les jeux Locomar, donc c'était avec une autre vision, mais qui disait quand même que lui, il voyait quand même une différence entre 5 et 6 PV, et qu'autant... Parce que celui dont tu nous as parlé, c'est un 2-3-5, hein, c'est ça? Ouais, c'est, je sais plus comment il s'appelle je sais plus comment il Je s'appelle, le t'ai deux dit. trois Ouais. cinq qui est intercepteur Ouais. dans le deck Donc de du coup, base Cartège. ouais. C'est le Donc le... chevaucheur mort. Ok. Voilà, Donc c'est ça. c'est vrai qu'il est plus polyvalent. Par contre, c'est vrai aussi que 5, je pense qu'on peut plutôt prendre une attaque. 6, peut-être qu'on peut, mais c'est plus dur à choper quand même. Donc Oui, mais actuellement, par exemple, on a plus d'événements pour les squelettes que pour les Strigoi également. Donc on peut ah le oui, sauver plus oui, facilement un squelette qu'un Strigoi. c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. De toute façon, un deck Strigoi, je crois que c'est EQ qui nous avait dit, on a peu de chance de faire un deck pur Strigoi, on n'a pas de quoi. Donc on est forcément obligé d'adjoindre une composante squelette. Donc après, il faudra, évidemment, c'est une question d'équilibrage à trouver. Est-ce que tu mets suffisamment de squelettes pour mettre ton événement squelette? Ou est-ce que tu vas quand même jouer sur ton événement squelette si t'as la moitié du gars qui est en Strigoi et qui n'a pas de cible valide pour cet événement, tu vois? Bah, en fait, je voyais un peu les choses, c'est-à-dire si tu décides d'intégrer juste quelques Strigoi, bah, tu mets des trucs importants, genre Anastasia, Hmm. l'amante de la mort, ou des choses qui te permettent d'aller chercher un petit peu. Par exemple, en finisher, tu choisis de mettre Anastasia plutôt que euh, Necros. Et après, bah, tu peux te permettre de mettre un gardien pour la protéger parce que tu sais que ce sera ton finisher, par exemple. Je la trouve un peu légère pour être un finisher, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, je pense que l'équilibrage, pour l'instant, on n'a pas assez de Strigoi pour vraiment Hmm. trouver le bon équilibre entre un deck squelette Strigoi ou que squelette. Moi perso, que squelette. Le choix est fait. Je Le choix comprends, est fait, direct. ça se conçoit. Moi, j'ajouterais quand même, point de vue illustration, que si la personne qui fait un deck Strigoi, il aura peut-être un des decks avec les plus belles cartes qui soient, parce que franchement, quand tu regardes tout ce qu'ils ont, euh, bah voilà, c'est pareil, un gardien imposant et l'illustration, je trouve vraiment magnifique. Et quand on met tout ça bout à bout, on peut avoir un board et en fait, on gagne au beau jeu, tu vois, aux belles cartes. T'as un beau jeu, tu joues bien? Non, non, tu as de belles cartes. Ah oui, quand elles vont briller en plus, c'est vrai que ça va être très joli sur le terrain. Ouais, voilà. C'est ce genre de truc qui, moi, me connaissant, je suis capable d'en mettre une ou deux juste parce que c'est joli, quoi, tu vois. Si c'est pas le plus-value. Tu es Et mais c'est très ce genre de important. joueur. C'est ça, exactement. Il faut avoir un beau board. C'est important pour le moral. Si les elfes sont capables de guérir avec un brin de magie, les humains en sont incapables. La différence notoire est que les elfes semblent faire partie de la magie elle-même, tandis que les humains s'en servent. Le peuple humain, avec leur courte vie, a toujours été fasciné par l'immortalité. Bien des mages ont cherché à devenir immortels, et c'est un roi,
n'ayant pas supporté la mort de sa reine, qui a tout mis en œuvre pour vaincre la mort. Une différence culturelle avec le peuple elfique qui explique peut-être pourquoi les mages humains n'arrivent pas à soigner par la magie. Quand un elfe dit à un humain qu'il a le temps, il l'a vraiment. En cas de querelle avec ce peuple mortel, il suffit d'attendre que l'humain trépasse pour passer à autre chose, comme s'il ne s'était déroulé que quelques jours pour l'un, mais toute une vie pour l'autre. De ce fait, les humains ont développé la médecine, se reposant sur des études et la science, pour, si ce n'est vivre plus longtemps, survivre au mieux. L'humain n'a pas la constitution endurante des nains qui peuvent supporter un grand nombre de blessures. Les elfes, eux, ne sont jamais atteints par les maladies. L'humain a la vie courte et fragile comparé au peuple ancien. Recoudre une blessure, guérir d'une maladie à l'aide de potions, connaître les plantes médicinales, si la magie a blessé Dracarion, est-ce que la science médicale pourra la guérir? Dans ce cas, dommage qu'elle soit aux mains des mages humains. Et nous voici arrivés avec le premier événement parmi les spoils qu'on vous présente ce soir, qui s'appelle Savoir médicinal, qui coûte 1. C'est un événement de type érudit et non pas de type sort. Chez Gilles vous l'aurez compris depuis tout à l'heure, et qui est la capacité suivante. Donc c'est un combat, inclinez votre bannière ou votre cité pour soigner de 2 votre combattant. Bah ça y est, on a maintenant des soins chez Gilles chez les mages. Donc on se demande où est-ce qu'ils vont s'arrêter, tu vois. Hein. Il n'y a pas de plafond Chez chez les eux, en fait, ils squelettes. peuvent tout faire. Bon, ça triche comme toujours, très bien, on a l'habitude. Bon, ce qui est intéressant avec cet événement, blague à part, c'est que c'est un événement combat. Donc évidemment, l'effet de surprise joue à plein. Là où les soins qu'on trouve habituellement chez Westland sont des effets de déploiement ou des effets action. Là, c'est le premier événement qu'on peut jouer en combat, alors hors combo Mabonis aérienne. Donc ça veut dire que quelqu'un qui pense buter un adversaire avec une attaque peut se retrouver quand même grandement indisposé. Tout ça pour un coup de 1. Alors c'est vrai qu'il faut incliner la bannière, mais c'est les bannières ou cités en fait. Donc on sait que la bannière ou la cité, il y a un peu engorgement chez Gilles Estelle. Mais comme on peut choisir l'un ou l'autre, je me dis que ça doit être on doit être capable de rentrer cet événement. Donc je trouve que c'était une excellente carte pour Gilles Estelle. Je suis pas sûr de si je jouais Gilles Estelle, si je le jouerais en x4, mais rien que le fait qu'elle existe, nous oblige à nous poser des questions. Alors oui, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que ça va être compliqué de la jouer en x4 pour une raison toute bête, c'est qu'elle n'est pas sort. Ce n'est pas un sort, elle a le seul trait érudit. C'est-à-dire qu'actuellement, elle ne peut pas rentrer en synergie avec les différents golems, avec différentes cartes qu'on a dans le deck actuel. Mais bon, on sait jamais, peut-être qu'avec une bannière autre que la bannière des fondateurs, ce sera intéressant de travailler un peu plus sur le trait d'érudit. Mais actuellement, ce n'est pas un sort. Donc, elle est, en effet, c'est ce qui manque à Guilestel, hein, avoir un petit peu de soin. Ses combats, enfin, il y a tous les avantages que tu as cités juste avant. Un autre point positif, c'est que voilà, on peut incliner la bannière ou la cité, donc l'adversaire sera toujours dans le doute à partir du moment où on a quelque chose de détapé, de dire ah, il peut me la jouer. Donc ça rajoute encore une notion psychologique et un calcul et du stress pour l'adversaire. Donc rien que pour ça, c'est intéressant. Oui, ça coûte un d'or, mais un d'or, j'ai envie de vous dire un d'or chez Guilestel, qu'est-ce que c'est un d'or chez Guilestel? C'est rien du tout, c'est cadeau. Donc c'est pas si cher que ça, mais le fait que ce ne soit pas un sort risque de plomber la courbe et la synergie de fonctionnement d'un deck. Donc il faut quand même bien anticiper, il faut voir sur quel type de deck on va partir, etc. Vu qu'elle n'est pas sort, on ne peut pas aller la chercher dans le cimetière avec Gualard, on ne peut pas aller la chercher dans le deck avec justement le petit personnage qui permet d'aller fouiller dans le deck, etc. Donc elle, il faut vraiment l'avoir en main ou la piocher. On n'a pas moyen d'aller la récupérer. Et si jamais on la tire au-dessus de notre deck lorsqu'on fait les différents filtres par rapport au golem, et ben ce n'est pas une carte sort, donc on n'a que certains effets qui vont s'activer, etc. Donc il faut vraiment bien y penser. Comme a dit Madus, je pense qu'elle est très forte. Soit on base un deck complètement dessus et on peut se permettre de la mettre en x4, soit on se dit bon, ça fait toujours l'effet et puis ça permet de mettre un petit coup de stress à l'adversaire, on la joue en 1 ou 2 exemplaires et c'est intéressant. Moi, écoute, cette carte, je pense qu'elle sera bien, mais pas forcément maintenant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme tu l'as souligné, elle est érudit. Et je pense que au flair, comme ça, il y aura peut-être des cartes qui diront allez chercher un érudit qui coûte 1, 2 ou moins dans votre deck, ou tu vois, ce genre de carte-là qui arrivera et qui permettra effectivement d'aller chercher cet érudit-là qui est un événement et pas du coup un personnage. Et je pense que ça sera une des cartes un peu couteau suisse des futurs decks Gilles Estelle. Donc je pense pas qu'on la verra là tout de suite maintenant. Après, je suis pas spécialiste de Gilles Estelle et de ce genre de personnage, mais voilà comment je sens la chose autour de cette carte. Ah, ça me semble
C'est bien vu parce que c'est vrai que les érudits, on sait que ça va être, enfin un trait important donc il va y avoir des choses autour. C'est vrai qu'on ouais, c'est bien vu. Peut-être des tutors. J'ai peut-être juste 2 remarques. La première, mais tu as déjà un petit peu parlé, Srogat, mais c'est qu'on peut pas jouer cette carte en conjonction avec, Jadourn, enfin la deuxième cité, JSL. En tout cas, on peut la jouer, mais ça ne combotte avec aucune des 2 actions de la cité. Donc c'est vrai que ça en fait un voilà, c'est un petit peu dommage. Mais toutes les limites sont bonnes à prendre chez JSL. Et le deuxième point, moi je vous avoue que je suis un peu gêné par cette carte-là, plus d'un point de vue, lore ou quoi, que d'un point de vue, gameplay en tant que tel, hein. C'est pas qu'elle est pas équilibrée ou quoi, c'est que moi j'étais resté sur le fait que les mages en fait, ils limite ils donnaient un peu de leur âme pour, être plus forts. J'aurais plutôt vu un soin qui fait un peu comme pour les autres dont j'ai oublié le nom là, qui font que genre tu te soignes de un ou enfin de 2 ou 3, mais qu'après ça devient un attachement et que tu perds un PV par tour. J'aurais plus vu comme ça, une sorte de trade, que comme un soin gratuit. Donc je suis un petit peu déçu, mais c'est personnel qu'ils soient pas allés plus sur cet, aspect-là, que j'aurais trouvé vraiment raccord avec ce qu'on avait, découvert, avec, ceux qui jouent avec les pierres des âmes, c'est ça, Srogan? T'es en train de nous parler des obsidiens? Voilà, c'est ça, je l'aurais Les plus vu mages dans cette qui prennent optique-là. des dégâts, les mages de bataille, là. Voilà, c'est ça. Oui, le fait que, bon, ok, ils prennent un peu d'énergie, là d'un coup ils se soignent, mais par contre, bah, au lieu de perdre 2 points de vie, il en perdra 3 à la fin du tour, quoi. C'est vraiment pour l'attaque ou pour essayer de survivre, ce coup-ci, pour essayer de taper ou quoi. Ouais, je comprends. Mais après, au niveau lore, je comprends ce que tu dis, mais au niveau lore, pour moi, ça a été justifié par le petit texte que Mmh. je vous ai proposé avant. En effet, c'est vrai que, ne serait-ce que par l'illustration, on pourrait le mettre un peu dans tous les royaumes, en fait, ce principe-là. Oui. C'est-à-dire que, bon, bah, c'est un heal pour un, tu te soignes de 2, ça pourrait marcher un petit peu pour tout le monde sur le principe. À partir du moment où c'est un soin, les humains, les elfes, tout le monde est capable de soigner aussi physiquement généralement. Mais je comprends ce que tu dis, après ça me choque pas, mais je pense elle a été bien calculée. Et j'espère en tout cas que Carthage aura peut-être aussi des soins. Qui sait. Ils ont déjà des soins, arrêtés avec ça. Vous me la laissez ma carte? Vous me la laissez? C'est bon? Et si on passait, à Westland qui commence à tourner bourrin? Eh ben oui, écoute, je te propose de passer à une autre carte qui nous a été spoilée pour le tournoi. Alors une carte Westland, je sais plus quoi dire avec ce royaume moi. Un événement justement qui s'appelle Tout ce que j'ai dans ce coup, qui coûte 2. Alors oui, c'est certes un peu cher. On voit donc un nain avec un bon gros marteau bien vénère, et le nain qui tape. Et cette carte dit action, inclinez votre bannière et l'un de vos personnages nains au front, pour qu'il attaque au front, certes, donnez-lui +3 d'attaque et implacable pour ce combat. Donc pour 2, un de nos nains va taper avec +3 d'attaque. C'est une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à avoir une carte comme ça spoilée, je ne m'attendais même pas à avoir une carte comme ça existante en fait. Parce que je trouve que ça fait très mal. Alors oui, ça coûte cher, ça coûte 2, mais alors, quel trou. Les nains, ils ont déjà une force d'attaque de 3 à peu près, donc de base à 5, voilà. Enfin là, ça fait passer à 6, ça roule sur tout. Ça a détruit les persos, les Garuda qu'on a vu tout à l'heure. Carthage, bon bah, Carthage, ça a fini en osselet. Enfin, c'est quand même très très fort. Donc elle coûte 2, on la calcule, mais on a vu justement les événements nains, même s'ils coûtent cher, ils sont assez puissants. Par exemple, on a, attendez, je vais le retrouver. Voilà, par exemple, on avait déjà l'événement nain jusqu'au dernier souffle, qui permet de détruire un attaquant si notre personnage nain décède. Enfin, c'est quand même assez, c'est des gros événements. Je trouve l'illustration aussi bien réussie. On voit bien qu'on est en train de se prendre quelque chose. Et oups, je crois que je l'ai énervé, le gros. Mais non, c'est assez fort et on a vu déjà justement avec le début du tournoi, cette carte fait des bonnes surprises quand elle les joue au bon moment, elle retourne complètement la partie. Je pense elle va pas être auto-include, mais qu'elle est vraiment à prendre en compte quand il reste 2 d'or sur un personnage Westland. Ouais, bah, écoute, je suis assez d'accord avec toi. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait: «Waouh! Mais est-ce que je jouerai pas juste nain et Wasteland à partir de maintenant?» Heu, ouais, je la trouve extrêmement forte. Après, je me dis qu'en contrepartie, les nains qui de base déjà tapent à 3 ou à 4, ils coûtent déjà de base, 3 ou 4. Donc je me dis en fait tu vas passer ton tour à jouer 2 cartes, ton gros nain et ça ensuite qui va venir, taper. Bah, tu one shot à peu près, tout, à part Necros, mais, ouais, je trouve cette carte très, très forte. Ouais, je pense qu'elle, sera à peu près en 2 exemplaires dans tous les decks qui jouent des nains.
voire plus. Voilà. Et je pense qu'effectivement, il faut. Je sais pas comment jouer contre. euh, Comment dire ça? J'ai pas eu à le subir lors du tournoi ou contre d'autres decks pour l'instant. Mais je pense qu'il faut même pas, faut pas la prendre en compte en fait. Sinon après tu bloques tout ton jeu et tu t'empêches de faire quoi que ce soit parce que si tu dis ben il a 2, bon ben il va me sortir ça, c'est sûr et tout. Donc je pense qu'il faut partir du principe que l'autre en face, s'il a un 1, il a ça et qu'il peut te one shot à peu près tout sur la table. Voilà, pour résumer. Bon, je l'ai subi au tournoi, hein, je tiens à vous dire. Que je l'ai subi puisque Hild m'a one-shot Galan. Bon, j'ai fait un misplay de dingue, mais bon, peu importe, j'ai quand même subi. Non, bah, sur la carte, je la trouve bien. Je la trouve évidemment bon, très forte, ça, ok. Je la trouve plutôt équilibrée, dans le sens où 2, c'est cher. Wasteland, c'est. Enfin, les cartes sont chères, donc en fait, comme tu l'as dit, Janter, si tu joues ça, tu joues 2 cartes en fait. Tu joues un perso et ça. Ou C'est alors ça, prendre 2 ouais. pins, mais c'est un vrai choix en fait. Je trouve que c'est plutôt bien vu de ce point de vue-là. Incliner la bannière, bah, et heureusement qu'il faut incliner la bannière, ça évitera de jouer un autre événement qui booste l'attaque, comme tu l'as dit, Srogat. Donc ça, bon, c'était le minimum pour pas tomber dans des trucs un peu débiles. Peut-être juste une remarque, c'est que l'événement est nain, il n'est pas geste, on peut pas aller le chercher avec notre ami Oui. Torinson. Et ça marche sur les personnages nains, mais on a vu qu'il y a des nains qui sont elfes et qui sont nains, et on a vu que n'importe quel elfe pouvait être nain avec la cité de base. Donc en fait, ça fait que cet événement, mettre dans un deck elfe, si je joue la cité de base, je pense que je le mets, hein, entre nous. C'est vrai, complètement. Alors, cher Janter, est-ce que tu connais le principe du jeu de la carte? Eh ben, écoute, je suis un fidèle auditeur des éclaireurs de Dracarion, donc je connais un petit peu, mais je pense que tu peux rappeler les règles. Très bien. Nous avons une carte dont nous connaissons tout. Enfin, on a la carte sous les yeux. Et le principe, c'est qu'on va essayer, on va te donner des petits indices pour voir dans quelle mesure est-ce que tu peux réussir à deviner ce qu'elle fait ou t'approcher, en fait, tout simplement, de son effet. Ok, Bon, je vais te mettre un bout d'illustration. Je vais te dire ok. que cette carte coûte 3 d'or, Mhm. quand même, parce que si on donne pas le coup, Ouais, ça devient n'importe quoi. ok. Et on va peut-être t'annoncer le nom et voir ce que tu peux en faire, ça te va? Allez, On va te dire qu'il s'agit d'un détachement de lancier. Détachement au singulier, lancier au pluriel. ok, donc détachement de lancier pour 3. Ouais. Bah écoute, d'après ce que je vois, bon bah, c'est du Tirasline, hein, parce que j'en bouffe assez pour le reconnaître. Voilà, tout Allez, simplement. déjà, c'est quoi? On va valider au fur et à mesure. C'est Ouais, juste. c'est bon, c'est Tirasline. Ok, d'accord. Ok, ça Royaume marche. tchèque. Allez, si ça coûte 3, en termes de force, je dirais que ça va être... ça va avoir 3 d'attaque. C'est un lancier, donc ça va plutôt être tourné vers l'attaque. Donc je dirais 3 d'attaque, peut-être 4. Mais dans ce cas-là, ça a 1 de riposte ou 0. Si ça a 4 d'attaque, ça a 0 de riposte. Et je verrai 4 points de vie. Pour 3 ou 4 points de vie. D'accord. Et combien tu lui donnerais en prestige? En prestige, alors s'il a une forte attaque, je dirais 1 de prestige. Mais sinon, pour 3, 0 de prestige. Ah, ok. Eh C'est ben, quand même c'est très bien. il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Si tu devais comme ça te lancer une bouteille à la mer sur l'effet, tu partirais sur quoi, sachant que c'est des lanciers? Bon, déjà pas infiltrateur. Mais peut-être Eh, intercepteur pour le quand, coup. Peut-être quand, qu'il y a des mecs qui montent sur la lance et ils les envoient, on sait pas hein, pour l'envoyer. C'est tu vois, ça. quand tu vois que l'abomination est infiltrateur, je pense que tu peux dire que n'importe qui est infiltrateur. Oui, d'accord, mais bon, on va essayer de rester dans le lore. Donc ouais, plutôt peut-être intercepteur, potentiellement. Ou peut-être un truc autour des attachements, parce que si c'est lancier, c'est peut-être encore... ouais, qui joue peut-être un petit peu sur les attachements, peut-être. Et au niveau des traits, Ça doit être cercle extérieur ou peut-être cercle vassal. Pas chevalier, non. Ou peut-être un truc qu'on n'a pas encore vu, peut-être. Écoute, on sent, même si tu le joues pas, que tu connais un peu le royaume quand même. Je pense que tu pourrais jouer Tirasine si tu n'étais pas allergique au gameplay finalement. Oui. Ouais, ouais, on va dire ça. C'est plus la thématique que le gameplay, mais oui. Bon, les Ok. humains, on en a vu, c'est bon. On peut passer à autre chose. Alors, Srogat, qu'est-ce que tu dirais qu'on révèle les traits déjà et peut-être les stats en laissant la capacité à avoir? oui, je suis voilà, tout à fait ce que j'allais te dire. On va révéler Allez, les stats et les traits,
et après tu vas essayer de nous Allez, on va te deviner. donner. C'est quoi? Finalement, on va te donner le haut de la carte, tout simplement, ni plus ni moins. Voilà, Ok. monsieur. Donc, pour rappel, donc c'est une. Tu étais pas très loin, c'est une 2-1-5. 2 d'attaque, 1 de Ok, riposte, 5 de d'accord. vie, pour 3. Détachement de lancier. Et elle vaut donc 1 de prestige. Donc au niveau des stats, ta façon de penser était vraiment la bonne. Mais, Ok, mais, d'accord. mais, Là, il est 2 plus Et le tourné d'attaque. vers fait, la défense, du coup. Ouais. Voilà, c'est ça. Et cercle extérieur exilé, c'est quand même important, parce que pour très important, on l'a exilé. tous ceux qui Ouais. ont un événement en tête savent de quoi est-ce qu'on parle. Ok, cercle extérieur exilé. Euh, Ok, donc c'est pas un gars qu'on va envoyer à l'assaut, mais il a 5 points de vie, donc il faut qu'il reste un petit moment quand même sur le terrain. Donc peut-être un effet avec une action. Peut-être une action. Euh, Inclinez-le, peut-être pour faire quelque chose ouais, avec les attachements. Je dirais inclinez-le pour faire un truc avec les attachements. Pas forcément aller en chercher un, mais peut-être pour en déplacer un. Déplacer un attachement ou quelque chose comme ça. Bon, comme a dit Srogat, je pense que le raisonnement, c'est ça aurait pu, hein. Clairement ça aurait pu, donc Ah, très ah, bien. zut. On va te révéler l'effet, et tu vas nous dire ce que tu en penses directement. Et l'effet, c'est une capacité passive qui dit que tant que ce personnage est attaquant, aucun dégât ne peut lui être infligé. Ah Alors à oui, chaud d'accord, comme donc ça ça, c'est qu'est-ce que un... t'en dis? Ouais. Comme ça, direct là, Eh qu'est-ce que t'en dis ben, de cette alors, carte? direct cash comme ça, je dirais que... Alors, tant que ce personnage est attaquant, aucun dégât... Ok, donc je pense que c'est celui qu'on va utiliser pour terminer les petits... Ouais, c'est ça, c'est le finisher en fait de... Ouais, en fait, il va servir pour terminer les petits dégâts qu'on a fait à droite à gauche. Parce Mhm. que Tirasi n'a pas forcément... Bon, il a deux trois grosses forces d'attaque, mais sinon, il a des petits gars qui font deux trois dégâts par-ci par-là. Mm. Et lui va venir les terminer sans prendre la contrepartie de la riposte. Bah écoute, c'est effectivement, hein, Hmm. moi je trouve que c'est Je, une capacité je- passive qui est originale, on l'avait pas vu, hein. Ouais, On l'avait pas du ouais, tout ouais. jusqu'à présent. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Bon, effectivement, deux d'attaque, c'est faible, mais tu viens de le dire, hein, t'as un cas d'usage Ouais, clair. c'est ça, il Euh, va juste venir terminer, ouais. Peut terminer. On peut quand même lui adjoindre, on sait que les attachements, il y en a au moins un, le cheval qui ajoute un attaque. Mhm. On peut Oui, s'autoriser à c'est vrai. penser qu'on pourrait le booster. En attaquer en vie, du coup. Voilà, on pourrait l'attaquer. Et puis après, une fois que le cheval a fait son effet, on vire le cheval, on le fout ailleurs. Et puis, bon, alors, je sais pas si je sois prêt avec un événement exilé, mais bon, de toute façon, le fait qu'il existe, qu'il coûte 3 déjà. Je pense que ça, franchement, la solidarité des exilés, j'y réfléchis par rapport à cette carte. Mhm. Sur des parties justement où c'est un peu tendu et où Ouais, tu veux attaquer en disant ah, allez, je tente, mais je vais perdre mon perso. Lui, t'es sûr qu'il colle ces deux, qu'il prendra pas de dégâts. Pour moi, c'est une carte qu'on peut se permettre de swiper avec la solidarité en disant bah, de toute façon, il arrive et je prends un autre perso qui attaque. Je le fais arriver avec la solidarité. Lui, il va arriver, il aura toujours ses 5 points de vie et en plus, il aura fait son taf. Je, ah ouais, je trouve qu'il ouais, moi je le vois aussi il peut être très rigolo. intéressant comme carte. Mm. Ça va être très intéressant à jouer, même si moi je vais pas le jouer, mais je vais le voir en face de moi, je pense, dans pas longtemps. Euh, Dès ce soir. Peut-être pas dès ce soir, mais à mon avis, ça va pas tarder. Mais ouais, non, pour le coup, avec en plus il est cercle extérieur, exilé, donc ça combote avec à peu près toutes les cartes Tirasline qu'on a actuellement. Donc oui, non, je pense que c'est une carte qui va rapidement trouver sa place dans les decks, oui. Et moi, je rajouterais que actuellement, Tirasline, on connaissait le fait de allez, on attaque et puis on prend un de riposte en moins. Voilà, c'est bien, c'est déjà pas mal. Ok. Et là, on attaque, on prend pas de dégâts. Bon, à un moment, ça fait. Je trouve que l'effet est encore plus fort du coup que les personnages qui prennent de la riposte en moins. Lui, il prend pas de dégâts du tout. Enfin, bon, je trouve qu'on est passé à un niveau encore supérieur. Je m'attendais plus plutôt à voir ce personnage, par exemple. Lui, il prend 2 de riposte en moins, par exemple. Quelque chose comme ça. Mais là, la totalité pas de dégâts, je trouve ça assez fort. En plus, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'aucun dégât peut lui être infligé. C'est-à-dire, imaginons que tu as un effet, je sais pas, je dis un Lockmar par exemple, défausser une carte pour mettre un dégât et tout, ben ça marche pas, puisque du coup il est attaquant. Donc on peut même pas le pinguer pendant l'attaque en fait. Pas pendant l'attaque, ouais. Donc, À la Bon, fin, oui, ouais, mais. moi, si vous me sortez une carte Lockmar qui me permet de pinguer un attaquant en combat, je prends. Là, j'en ai pas, hein. J'en ai pas en stock. Mais oui, carrément, je suis d'accord avec vous, hein. Ça annule les sorts, donc Lockmar, mais on pourrait penser à Gilestel s'ils avaient des actions de combat qui font ouais, ça. aussi. Sur Gilestel, c'est plutôt de l'action aussi, mais si c'était le cas, ça neutraliserait ça. C'est quand même le deuxième effet de neutralisation après la ligne de bouclier, hein. Oui, Tiracine commence un peu Ouais, à c'est des gros se tanks, quoi. planquer là. Oui, C'est ça. complètement.
Va falloir venir les déloger, les garçons. On avait connu un Godric qui venait et qui attaquait avec des équipements. Là, ils sont en train de se renfermer un petit peu dans leurs murailles et on voit un autre état aussi approcher sur Ouais, totalement. Donc, typiquement, là, la guerrière obligée, elle marche pas, quoi, par exemple. Oui, tout à fait. Pour le coup, là, on a un cas clair de neutralisation de l'effet qui est total. Bon, bah, c'est fort, tout simplement. C'est fort. On verra jusqu'où est-ce qu'on peut booster l'attaque Ouais. avec les attachements, parce que si on peut arriver à mettre 4 d'attaque plutôt que 2, ce serait vraiment très très balèze. Et ça causerait de Ouais, sacrés puis, soucis pour le moment. Pas tellement, mais bon, on sait pas jusqu'où ouais, ça va puis aller. Hein. il a 5 points de vie, donc en plus, il faut aller chercher au moins avec 2 attaques Ouais, pour l'avoir avant que lui-même il attaque. Donc, ouais, ça va être intéressant. Donc voilà, c'était notre deuxième spoil exclusif pour les auditeurs. pas mal. 6 spoils en tout, si j'ai pas de bêtises, non? Ou 7 peut-être? J'ai pas compté. 7. 7. Bon, bah, fallait pas rater l'émission, hein. 7 spoils. Voilà, bon, écoutez, pour le reste, on n'a pas d'autres infos, donc on va pas non plus. On va pas non plus. Alors, vous avez la date de sortie? Non. Non, alors est-ce que vous voulez jouer au jeu de la sortie? La dernière fois, on a tous perdu, je pense. Alors on a tous perdu, je crois que c'était quoi justement les dates qui avaient Moi, été j'étais parti sur annoncées? mi-septembre et je crois. Attends. Moi j'étais au 9. Ouais. Moi, et, j'avais dit fin août. fin août. Bon, c'est pas Ouais, bon. bah voilà. Joe, il t'avait dit quoi? 31 octobre, non? Fin octobre, je crois, Joe? Qui était Ouais, notre il me invité de l'émission semble aussi. dernière. Bon, remettons les compteurs à zéro. Alors, j'enterre notre invité. Est-ce que tu veux te lancer sur une nouvelle date? Ah bah écoute, je vais faire mon indécrottable optimiste, on va dire mi-octobre. Allez, mi-octobre. Oh, mi-octobre. Ah ouais. Ah, t'es Ouais. offensif, toi, comme garçon. Faut que tu joues Lockmar. Ouais. Vache, ouais, moi je dis fin novembre, hein. Limite pour Noël, hein, parce que là maintenant. Ouais, je le vois bien. Ouais, bah écoute, tu m'as pris un peu mon spot, mais je vais te lâcher un mi-décembre, moi, je t'avoue. Ouais. Attends, ça fait septembre. Donc octobre, 1 mois, 2 mois, novembre. Ouais, c'est ça. Je mise sur 3 mois, quoi. 3 mois de délai à partir de maintenant. En espérant qu'on se trompe, bien sûr. Et puis, Bien sûr. Non, ah bah après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et ce sera très bien accueilli. pareil, donc si nos auditeurs veulent à nouveau jouer au jeu de la date, qu'ils n'hésitent pas à le faire en commentaire ou dans le Discord. On essaiera de refaire un petit fichier de prévision. Merci, Jean-Terre. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Bon, on va se revoir très vite. Au moins en match. Mais bien sûr, je t'attends. Tu m'attends. Écoute. Le match sera filmé et diffusé. Ah, oh ben là voilà, là. parfait. Parfait, pas de pression. On est bon. Non, c'est bon. Allez-y. Exactement. Pas de pression. Bon, on va essayer de se caler ça la semaine prochaine. Et puis, on essaiera aussi peut-être d'avoir des réactions une fois que tout le monde sera fini de plusieurs genres pour aller un petit peu plus loin, notamment dans le détail de ce qui a été joué, ce qu'on ne pouvait pas trop faire là pour les raisons qu'on a expliquées. Voilà, et puis merci de ta venue. Ça fait plaisir. Ben, merci à vous. Et puis continuez à jouer votre rôle d'éclaireur, ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Ciao.